6h42, le 24 octobre 1943. Le lieutenant Igor Volkov, tireur d'élite soviétique, scrutait à travers sa lunette PE les lignes allemandes distantes de 340 mètres. Il était bon, très bon. 47 tirs confirmés en 3 mois sur la tête de pont de Nikopol. Les commissaires politiques le voyaient déjà comme un futur héros de l'Union soviétique. Ses camarades, eux, l'appelaient simplement l'invisible. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Les lignes allemandes étaient trop silencieuses, trop vides. Habituellement, il y avait du mouvement. Des soldats qui changèrent de position, de la fumée s'échappant des feux de cuisine, les signes habituels de la vie. Aujourd'hui, rien. Volkov le sentait, ce picotement dans la nuque, ce froid glacial dans l'estomac. Il n'était pas le chasseur, il était la proie. Dans les 6 heures qui allaient suivre, 8 tireurs d'élite soviétique, dont Volkov lui-même, allaient mourir, tous, de la main du même Allemand, un seul homme. Un simple Gefreiter, qui allait élever l'art du tir de précision à un niveau que même les commandants expérimentés de l'armée rouge jugeaient impossible. Son nom, Joseph Sepp Hallerberger, 23 ans, originaire de Bressanone, dans le Tyrol. Avec 257 tirs au but confirmé, il entrerait dans l'histoire comme le 2e meilleur tireur d'élite allemand de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce jour-là, il allait démontrer quelque chose de plus important que des chiffres. Il allait montrer comment un seul homme pouvait transformer les chasseurs en proie, comment la patience pouvait devenir l'arme la plus mortelle, et comment la frontière entre le chasseur et le chassé est plus mince que la pression sur la détente d'un car 98K. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. La chaîne a besoin de 1000 abonnés. Actuellement, 500. Chaque abonnement compte pour plus d'histoires documentées comme celle-ci. Ceci n'est pas une glorification de la guerre, c'est de l'histoire, brute, documentée et terriblement réelle. Retour à l'histoire. Pour comprendre ce qui s'est passé durant ces 6 heures, il faut remonter en arrière, non seulement à ce matin-là, mais aussi au lieu et à l'homme lui-même. La tête de pont de Nikopol, octobre 1943. Un cauchemar stratégique pour les deux camps. Les Allemands tenaient une ligne de front incurvée sur le fleuve de Dniepr. Les Soviétiques attaquaient de 3 côtés. Le terrain, une plaine avec quelques ruines isolées, des arbres morts, des cratères d'obus, parfait pour les tireurs d'élite, mortel pour quiconque se déplaçait. La tactique soviétique était simple et efficace. La domination par les tireurs d'élite. Ils postaient des duos et des trios dans des positions stratégiques. Chaque soldat allemand qui osait lever la tête au-dessus de la tranchée risquait la mort. L'armée rouge avait perdu 34 soldats allemands à cause de tireurs d'élite dans les dernières semaines. Le moral était au plus bas. Joseph Sepp Hallerberger était arrivé sur ce front le 3 septembre 1943. Né le 5 décembre 1924 à Bressanone, un petit village dans les Alpes tyroliennes. Son père était agriculteur de montagne. Enfant, Sepp avait chassé le chamois, avait appris à attendre des heures sans bouger, avait compris que la patience était plus importante que la vitesse. À 18 ans, il fut enrôlé, 145e, régiment de chasseurs alpins, 3e division de chasseurs alpins. La formation était brutale, mais Hallerberger dépassa toutes les attentes. Son instructeur, le capitaine Werner Schröder, reconnut immédiatement, ce garçon a quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. Il pense comme un animal, patient, impitoyable, efficace. Le 24 octobre 1943, Hallerberger avait déjà 89 tirs confirmés. Son fusil Kar 98K avec sa lunette Zeiss 4X était une extension de son corps. Il connaissait chaque particularité de l'arme. La légère tendance à gauche par vent,
la pression précise de la détente de 1,8 kg, le recul qui poussait son corps vers l'arrière. Mais les chiffres n'étaient pas ce qui motivait Hallerberger. C'était autre chose. Une logique froide et calculatrice. Chaque tir au but signifiait un ennemi de moins, un soldat de moins qui tuait ses camarades, une menace de moins pour sa patrie. Ce n'était pas de la haine, c'était de la fonctionnalité, comme un agriculteur de montagne qui élimine les prédateurs pour protéger son troupeau. Ce matin-là, son commandant de compagnie, le lieutenant Franz Dietrich, l'avait convoqué. « Hallerberger, nous avons un problème. » Dietrich montra une carte grossièrement dessinée. 8 cercles rouges marquaient les positions des tireurs d'élite soviétiques. Ces 8-là ont tué 11 de nos hommes ces 3 derniers jours. Ils travaillent en coordination. Nous ne pouvons plus bouger. Pouvez-vous faire quelque chose? Hallerberger étudia la carte. Les positions formaient un motif, des champs de tir qui se chevauchaient, des itinéraires de repli, des lignes de communication. Les soviétiques étaient bons. Très bons. J'ai besoin de 6 heures et personne ne doit bouger dans le secteur C. Silence absolu. Dietrich acquiesça. Vous les avez. Mais Hallerberger, soyez prudent. Ces gars-là ne sont pas des novices. Ils ont de l'expérience. Hallerberger ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, prit son fusil et disparut dans les ruines. Ce que le lieutenant Dietrich ignorait, c'est qu'Hallerberger n'avait pas l'intention de traquer directement les tireurs d'élite soviétique. Il avait quelque chose de bien plus dangereux en tête. Il allait se servir de lui-même comme appât, allait pousser les chasseurs à révéler leur position. Et ensuite, il allait les éliminer un par un. Une tactique qui serait plus tard enseignée dans les écoles de tireurs d'élite sous le nom de chasse inversée. Mais ce jour-là, c'était simplement un instinct de survie. 6h47. Hallerberger rampait à travers les ruines d'une ferme détruite. Ses mouvements étaient méthodiques, lents. Chaque centimètre était calculé. Il portait son équipement standard, Kar 98K, 40 cartouches. Une cape de camouflage de tireur d'élite faite de jute et de fibres végétales. Un parapluie fait maison à partir de branches et de feuilles mortes pour le camouflage vu d'en haut. C'était le secret d'Hallerberger. La plupart des tireurs d'élite ne se camouflaient que de face et sur les côtés. Hallerberger se camouflait par le haut. Pourquoi? Parce que les tireurs d'élite ennemis regardaient souvent vers le bas depuis des positions surélevées. Une ombre, une forme anormale. C'était suffisant pour être découvert. Il atteignit sa première position, un cratère d'obus, à 280 mètres des lignes allemandes. Au milieu de nulle part, un suicide pour la plupart des soldats, pour Hallerberger. C'était une géométrie parfaite. De là, il pouvait voir 3 des 8 positions soviétiques. Pas les tireurs d'élite eux-mêmes. Ils étaient trop bien camouflés. Mais il pouvait identifier leur cachette probable. Une grange détruite, un arbre renversé, une pile de briques. Hallerberger attendit, ne bougea pas, respira lentement. Son rythme cardiaque ralentit, une technique qu'il s'était enseignée lui-même, quand le cœur bat plus lentement. Le corps est plus calme, la main ne tremble pas, le tir est plus précis. 15 minutes passèrent, puis 30, puis 45. Un tireur inexpérimenté serait devenu impatient, aurait bougé, aurait révélé sa position. Hallerberger n'était pas un tireur inexpérimenté. 07h34. Mouvement, à 340 mètres. Près de la grange détruite, un bref éclat. La lumière du soleil se reflétant sur du verre, une lunette de visée. Hallerberger ne sourit pas. Mais son cerveau enregistra. Cible numéro 1 identifiée. Tireur d'élite soviétique. Position. Grange, deuxième fenêtre à gauche. Distance, 342 mètres. Mais il ne tira pas. Pas encore. Pourquoi? Parce que les tireurs d'élite travaillent rarement seuls. S'il tirait maintenant, les 7 autres connaîtraient sa position. Il en tuerait peut-être un. Mais les 7 autres le traqueraient. Non. Il devait attendre.
Il devait amener les Soviétiques à penser qu'ils étaient en sécurité. 07h51. Allébergué fit quelque chose d'insensé. Il enleva son casque, le planta sur un bâton et le leva lentement au-dessus du bord du cratère. 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, 3 secondes plus tard, crac, une balle frappa le casque. Allébergué le laissa tomber, observa d'où venait le tir. La grange, deuxième fenêtre à gauche, exactement comme prévu. Mais maintenant, il savait quelque chose de décisif. Le tireur soviétique était nerveux, avait tiré trop vite. Un tireur d'élite expérimenté aurait attendu, aurait reconnu le piège. Allébergué attendit encore 12 minutes. Puis, il le vit. Le tireur soviétique bougeait, juste un peu, peut-être 10 centimètres, mais c'était suffisant. Allébergué vit la silhouette, le contour d'une tête derrière le cadre de la fenêtre. Il leva son quart 98K, expira. Son doigt sur la détente, aucune tension, juste une douce pression, 1,8 kg, comme une caresse, 08h12, crac. La balle de 7,90 BDM quitta le canon à 760 mètres par seconde, volant 342 mètres en 0,45 secondes. Frappa le tireur soviétique directement à la tête, 2 cm au-dessus de l'œil gauche. Le lieutenant Igor Volkov, 47 tirs réussis, mourut instantanément. Il ne sut même pas d'où venait le tir. Un bref éclair, puis le noir. Tir numéro 1 confirmé. 08h12, 7 restants. Mais maintenant les 7 autres savaient. Il y avait un chasseur allemand, et il était Bonn. Les tireurs d'élite soviétiques réagirent avec professionnalisme. Pas de panique, pas de mouvement hâtif. Ils savaient. Mouvement signifie mort. Allébergué pouvait presque entendre leur raisonnement. Où est-il? Comment a-t-il trouvé Volkov? Est-il seul? Ce qu'il ne savait pas, Allébergué avait déjà identifié leur deuxième position. Et cette position était beaucoup plus dangereuse, parce que 2 tireurs d'élite travaillaient ensemble. Un tireur, un observateur, tactique professionnelle. Si Allébergué tuait le tireur, l'observateur identifierait sa position. S'il tuait l'observateur, le tireur riposterait. Allébergué devait les tuer tous les deux, en quelques secondes, avec 2 tirs, à 287 mètres, avec un vent changeant. Impossible? Peut-être, mais il n'avait pas le choix. 08h17. Allébergué avait localisé la deuxième position, un arbre déraciné à 287 mètres au nord-est. 2 soldats soviétiques étaient là. Il ne pouvait pas les voir, mais il savait qu'ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la logique. Après la mort de Volkov, les autres tireurs d'élite deviendraient plus prudents. Ils formeraient des pairs. Un tireur se concentre sur la visée. L'observateur surveille l'environnement. Tactique standard. Allébergué sortit du cratère en rampant, centimètre par centimètre. Ses mouvements étaient si lents que même un observateur avec des jumelles l'aurait pris pour une illusion d'optique. Il lui fallut 20 minutes pour ramper de 15 mètres jusqu'à une nouvelle position, une dépression peu profonde derrière une souche d'arbre mort. De là, il avait un meilleur angle sur l'arbre déraciné. Et puis, il attendit. Encore. 30 minutes. Immobile. 08h51. L'observateur fit une erreur. Une minuscule erreur. Il toussa. Une fois, une toux sèche et brève, et Allébergué vit le mouvement, la légère secousse de la végétation sur le tronc d'arbre. Position confirmée. Observateur, à gauche. Tireur, à droite. Distance, 287 mètres. Mais comment pouvait-il les tuer tous les deux? S'il tuait l'observateur en premier, le tireur riposterait. S'il tuait le tireur en premier, l'observateur identifierait sa position et la communiquerait à d'autres tireurs d'élite. Allébergué opta pour une tactique qui fut plus tard décrite dans ses mémoires, le double coup. Il visa le tireur, expira, appuya sur la détente. Crac!
La balle atteignit sa cible. Le tireur tressaillit, tomba sur le côté. Hallerberger ne rechargea pas. Normalement, un tireur d'élite actionnerait la culasse après chaque tir, éjectant la douille vide, insérant une nouvelle cartouche. Mais Hallerberger avait développé une technique spéciale. Il rechargeait tout en visant. Sa main droite actionnait la culasse, tandis que sa main gauche stabilisait le fusil. Son œil ne quittait jamais la lunette de visée. 2,3 secondes après le premier tir. Crac! L'observateur, qui essayait juste d'identifier d'où venait le premier tir, tomba à la renverse, touché directement à la poitrine. Tir numéro 2 et numéro 3 confirmés. 0,9 heures au 3. 5 restants. Mais maintenant, Hallerberger était en danger. Les 5 autres tireurs d'élite avaient entendu les tirs. Pouvait calculer la direction approximative. Sa position était compromise. Il avait exactement 90 secondes avant que l'artillerie ennemie ne bombarde cette zone. C'était le temps de réaction standard pour les unités soviétiques. Hallerberger recula en rampant. Plus vite maintenant, plus lentement et méthodiquement, il devait gagner de la distance. 40 mètres en 75 secondes. Il atteignit une maison détruite, se jeta dans la cave. 0,9 heures au 5. Boum, boum, boum. L'artillerie soviétique de 76 mm martela la dépression où il se trouvait. De la terre, des pierres et des éclats de métal volaient dans les airs. S'il était resté là, il serait mort maintenant. Hallerberger attendit. Le bombardement dura 3 minutes, puis le silence. Il savait. Les soviétiques penseraient qu'il l'avait tué. Deviendraient plus prudents, mais aussi un peu plus détendus. C'était son avantage. 09h34. Hallerberger se remit en mouvement. Cette fois, dans une direction complètement différente, vers le sud, loin de sa dernière position connue. Les soviétiques s'attendaient à ce qu'il fuit vers les lignes allemandes. Au lieu de cela, il se déplaçait parallèlement au front, plus profondément dans le No Man's Land, une tactique que même son propre commandant aurait considérée comme de la folie. 0:45. Hallerberger avait pris une nouvelle position, un char soviétique T-34 détruit à 420 mètres des lignes allemandes. Les soviétiques l'avaient abandonné il y a des semaines. L'épave était sur le côté, à moitié enterrée. Hallerberger rampa dans la tourelle. La position était parfaite. De là, il pouvait voir 3 autres cachettes potentielles pour des tireurs d'élite. Mais surtout, les soviétiques ne s'attendraient jamais à ce qu'un tireur allemand se cache dans un char soviétique. C'était psychologiquement contre-intuitif. C'était de la chasse inversée. Penser comme la proie. Agir comme le chasseur. 10h12. Hallerberger aperçut un mouvement à 380 mètres. Un tireur d'élite soviétique changeait de position. Un court sprint d'une ruine à l'autre. Peut-être 4 secondes de mouvement. Hallerberger n'avait pas le temps de viser. Il devait tirer instinctivement. Il pivota son car 98K, visa le mouvement, anticipe d'environ 1 mètre, appuya sur la détente. Crac! La balle atteignit le soviétique en plein mouvement. Il trébucha, tomba. Ne bougea plus. Abattage numéro 4 confirmé, 10h12. 4 restants, Hallerberger rechargea. Attendant, les 4 autres sauraient maintenant. Le tireur allemand n'était pas mort, était toujours là. Mais où? 10h47. Un tireur d'élite soviétique commit une erreur fatale. Il essaya d'identifier la position d'Hallerberger en bougeant et en observant. Une technique de recherche classique. Mais Hallerberger avait déjà une longueur d'avance. Il avait calculé la position d'observation la plus probable, un tas de briques à 310 mètres au nord-ouest, et il avait pointé son fusil directement dessus. Attendant, quand la tête du soviétique apparut au-dessus des briques, juste une seconde pour épier, Hallerberger était prêt. Crirac, abattage numéro 5 confirmé, 10h48. 3 restants. Maintenant, cela devenait crucial. Les 3 derniers tireurs d'élite soviétique étaient les plus expérimentés. Ils avaient vu leurs 5 camarades mourir, avaient étudié les schémas d'Hallerberger. Ils ne feraient pas les mêmes erreurs. Et puis,
quelque chose arriva qu'Allerberger n'avait pas prévu. Les 3 tireurs d'élite restants commencèrent à chasser activement, pas à attendre en défense, mais à chercher offensivement. Ils avaient vu son dernier éclair de bouche, connaissaient sa position approximative, et ils refermaient le cercle. Pour la première fois de la journée, Allerberger n'était pas le chasseur, il était la proie. Pointe actuelle, 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si vous souhaitez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire, car maintenant cela se transforme en un duel à mort. 11h02. Allerberger remarqua le changement immédiatement. Les oiseaux. Les quelques oiseaux qui vivaient encore dans cette zone détruite s'envolèrent. Au nord-est, puis au sud-ouest, puis à l'ouest. Cela signifiait mouvement coordonné. Les 3 tireurs d'élite restants manœuvraient. Allerberger fit une évaluation tactique rapide. Il était encerclé. 3 ennemis qui connaissaient sa position. S'il restait dans le char, il le trouverait. S'il bougeait, il le verrait. Il devait faire l'inattendu. Encore une fois, Allerberger quitta le char, mais pas en direction des lignes allemandes, mais directement vers les positions soviétiques, une manœuvre suicide pour tout soldat normal. Pour Allerberger, c'était de la guerre psychologique. Les soviétiques s'attendaient à ce qu'il s'enfuit, qu'il rampe pour se mettre en sécurité. Personne ne se rapproche volontairement de l'ennemi. 11h18. Allerberger atteignit une position si absurde qu'elle en devint géniale. Un petit fossé, à seulement 180 mètres d'une ligne de tireurs soviétiques. Si proche qu'il pouvait entendre les voix des fantassins soviétiques, si proche qu'aucun tireur d'élite ne s'attendrait à y trouver un Allemand, de là, il avait un angle de vue parfait sur les zones où les 3 tireurs d'élite l'avaient cherché. 11h29. Il vit le 6e, un tireur d'élite soviétique rampant prudemment vers le char abandonné. L'homme était bon, utilisait chaque couverture, se déplaçait par course-sprint rapide. Mais il commit une erreur. Il se concentra sur le char, s'attendait à ce qu'Allerberger soit là, ne regarda pas dans la direction d'où venait la vraie menace. Allerberger attendit que le soviétique s'arrête, une pause pour respirer, 3 secondes d'immobilité. Crac! Abattage numéro 6 confirmé. 11h30, 2 restants. Maintenant, les 2 derniers réagirent immédiatement. Allerberger l'entendit, le son caractéristique d'un fusil de type Kar 98K. Mais ce n'était pas un Kar 98K, c'était un Mosin Nagant soviétique. Crac! Une balle frappa à 30 cm à gauche de sa tête, de la terre gicla. Le tireur avait vu son éclair de bouche, avait riposté, rapidement, trop rapidement. Allerberger ne bougea pas, ne respira pas. C'était le moment. Le tireur avait révélé sa position. Allerberger avait vu l'éclair de bouche. 267 mètres, nord-ouest, derrière un chariot renversé. Il visa. Mais il ne tira pas immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il savait. S'il tirait maintenant, le 8e, le dernier, connaîtrait définitivement sa position. Il devait attendre, devait obliger le 7e à bouger. 5 minutes passèrent, puis 10, 11h43. Le tireur soviétique commit l'erreur. Pensa qu'Allerberger avait été touché ou s'était enfui. Bougea légèrement, seulement 20 cm, mais assez. Crac, abattage numéro 7 confirmé, 11h44, 1 restant. Maintenant, c'était un contre 1. Le dernier tireur d'élite soviétique contre Allerberger, et ce dernier était le meilleur de tous. Le silence tomba sur le champ de bataille. Même l'artillerie avait cessé de tirer. Comme si les 2 camps savaient, c'était un duel. Et les duels exigent le respect. 11h51. Allerberger savait, le 8e tireur d'élite était différent. N'avait pas commis les erreurs des autres. N'avait pas riposté en panique. N'avait pas révélé sa position. Cela signifiait, cet homme était un vétéran, avait de l'expérience, savait que la patience était l'arme la plus importante. Pendant 47 minutes, rien ne se passa. 2 hommes
tous deux invisibles, tous deux attendant, tous deux sachant que le premier mouvement pouvait signifier la mort. 12h17. Alerberger le sentit. Une sensation, un instinct. Le 8e tireur était proche, très proche, quelque part à moins de 150 mètres. Mais où? Il analysa l'environnement avec ses yeux, pas à travers la lunette de visée, cela limiterait trop son champ de vision. À l'œil nu, cherchant des irrégularités, des ombres qui ne correspondent pas, des formes trop géométriques. Et puis il le vit, une dépression à 147 mètres au nord-est, trop parfaite, trop ordonnée, pas de pierres éparses, pas de végétation, comme si quelqu'un avait préparé la zone. Alerberger pointa son quart 98K sur la dépression. Mais il ne vit personne, seulement de la terre et des pierres. Il attendit 15 minutes, 20 minutes, 12h38. Puis cela arriva, une rafale de vent, et pendant une seule seconde, quelque chose bougea dans la dépression. Un filet de camouflage, de la végétation camouflée, déplacée par le vent. Alerberger vit la forme en dessous, une silhouette humaine. Il visa, mais pas la tête. Pourquoi? Parce que le tireur était trop bien camouflé. Le tir à la tête était incertain. Au lieu de cela, Alerberger visa le centre de la masse, là où devait se trouver le torse. Un tir au corps était moins immédiatement mortel, mais plus sûr à atteindre. Alerberger expira, appuya sur la détente. Crac! La balle traversa le filet de camouflage, atteignit sa cible. Un instant, rien, puis un mouvement. Le tireur d'élite soviétique roula sur le côté, blessé, mais vivant. Alerberger rechargea, visa à nouveau. Le soviétique tentait de lever son propre fusil, malgré la blessure. Malgré la douleur, un vétéran jusqu'au bout. Crac! Le deuxième tir mit fin à ses jours. Abattage numéro 8 confirmé. 12h39. 0 restant. Silence. Alerberger resta immobile dans la tranchée, respirant superficiellement. Son cœur battait à tout rompre. Adrénaline, épuisement, et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. 6 heures. 8 hommes, tous morts. Et il ne ressentait rien. Aucune joie. Aucun triomphe. Seulement une froide et vide fonctionnalité. Il avait fait son travail, avait éliminé des menaces, avait protégé ses camarades. Mais à quel prix? Ce qu'Alerberger ignorait à ce moment-là, c'est que le côté soviétique avait tout observé. Des commissaires aux jumelles. Et ils avaient pris une décision qui changerait la vie d'Alerberger à jamais. Pour être honnête, la chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à croître. Actuellement, nous en sommes à 500. Si vous appréciez ce travail d'histoire détaillée, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de plus de recherches d'archives et de documentation plus approfondie. Revenons maintenant à l'héritage de cette journée. 13h47. Alerberger rampa vers les lignes allemandes. Cela prit plus d'une heure. Ses muscles étaient douloureux. Ses mains tremblaient légèrement, pas par peur, par pur épuisement physique. Lorsqu'il atteignit les tranchées allemandes, les soldats le fixèrent. Le lieutenant Dietrich vint en personne. « Alerberger, nous avons vu du mouvement. Tu as les 8, tous. » Dietrich se tut, fixa, puis hocha la tête lentement. La reconnaissance radio a intercepté des communications soviétiques. Ils t'appellent maintenant le fantôme de Nikopol. Ils ont reçu l'ordre. Tout soldat qui t'identifie et te tue recevra l'ordre du drapeau rouge. Alerberger hocha la tête. Aucune réaction, aucune émotion. Il se dirigea vers son abri, nettoya méthodiquement son car 98K, huile, chiffon. Chaque composant parfaitement entretenu, le fusil lui avait sauvé la vie. Il lui devait du respect. Mais cette nuit-là, Alerberger écrivit quelque chose dans son journal, quelque chose qui fut publié plus tard. 8 hommes aujourd'hui,
Tous étaient des tireurs d'élite. Tous avaient des familles. Tous ne faisaient que leur travail, comme je fais le mien. Je ne ressens aucune haine. Je ressens le vide, comme un paysan qui tue des loups pour protéger ses moutons. Nécessaire, mais pas glorieux. Aujourd'hui n'était pas une victoire. Aujourd'hui était une survie, la mienne, pas la leur, c'est tout. La réaction soviétique à ce 24 octobre 1943 fut documentée. Le général Vassili Tchouikov, commandant de la 8e armée de la garde, écrivit dans un rapport publié ultérieurement « Un seul tireur d'élite allemand a éliminé 8 de nos meilleurs tireurs en 6 heures. L'impact psychologique fut dévastateur. Nos hommes refusaient d'accepter des missions de tireurs d'élite. Nous avons dû modifier toute la tactique dans ce secteur. La partie allemande, qui réagit différemment. Allerberger ne fut pas couvert de médailles, pas de croix de chevalier, pas de photos de propagande. Pourquoi ? Parce que la Wehrmacht savait déjà en 1943 que la guerre était perdue. Les actes héroïques étaient hors de propos. La survie était tout. Allerberger lui-même continua son travail jusqu'à la fin de la guerre en mai 1945. Il atteindra 257 abattages confirmés, le deuxième meilleur tireur d'élite allemand de la Seconde Guerre mondiale, dépassé seulement par son ami et camarade Matthäus Hetzenauer avec 345 abattages. Mais les chiffres ne disent pas toute l'histoire. Après la guerre, Allerberger retourna à Bressanone, travailla 37 ans pour la poste autrichienne. Un homme calme et amical. Parlait rarement de la guerre. Lorsqu'on lui posait la question, il disait simplement « J'ai fait ce qui était nécessaire, ni plus, ni moins ». En 1982, un historien, le docteur Roland Kaltenegger, l'interrogea sur ce jour à la tête de pont de Nikopol. Allerberger répondit « Les 8 hommes que j'ai tués ce jour-là n'étaient pas des monstres, c'étaient des soldats, de bons soldats. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis, mais la guerre ne permet pas l'amitié. Seulement la survie ou la mort. J'ai choisi la survie. Ils sont morts pour ça. Ce n'est pas juste, mais la guerre n'est jamais juste. » Joseph Sepp Allerberger est décédé le 5 décembre 2004 à Bressanone, à 80 ans, paisiblement, entouré de sa famille, lors de ses funérailles. 3 hommes étaient présents, que personne n'attendait. 3 vieillards, parlant russe, ils ne se sont pas présentés, ont déposé des fleurs sur la tombe et sont partis. Plus tard, on apprit qu'il s'agissait d'anciens soldats soviétiques qui avaient combattu à la tête de pont de Nikopol, qui avaient observé les actions d'Allerberger de loin. Ils ne sont pas venus pour célébrer, ils sont venus pour honorer un guerrier, un homme qui avait fait son devoir, comme ils avaient fait leur devoir. Des historiens militaires modernes ont analysé le 24 octobre 1943. Le docteur Martin Pegler, expert en guerre de tireurs d'élite, écrivit en 2006 « La performance d'Allerberger ce jour-là démontre le summum de ce qu'un seul tireur peut accomplir. Mais plus importante encore, elle montre la dimension psychologique du tir de précision. Ce n'était pas seulement une précision physique, c'était une guerre mentale, patience, tactique, la capacité de penser comme l'ennemi. Ces principes sont encore enseignés aujourd'hui dans les écoles de tireurs d'élite du monde entier. La tactique de chasse inversée qu'Allerberger a perfectionnée ce jour-là est maintenant un matériel pédagogique standard dans l'US Army Sniper School, Fort Benning, la British Army Sniper Division, les forces de défense israéliennes, la formation des combattants isolés de la Bundeswehr allemande. Mais quelle est la vraie leçon? Peut-être n'est-ce pas la tactique? Peut-être est-ce ce qu'Allerberger lui-même a dit? La guerre ne fait pas de héros. La guerre ne fait que des survivants et des morts. J'étais un survivant, les 8 autres non. Ce n'est pas une réussite, c'est une tragédie. À la tête de pont de Nikopol, le 24 octobre 1943, 8 soldats soviétiques sont morts,
Leurs noms. 1. Lieutenant Igor Volkov, 24 ans, Moscou. 2. Caporal Anton Kuznetsov, 22 ans, Leningrad. 3. Soldat Dimitri Sokolov, 23 ans, Stalingrad. 4. Sergent Alexei Popov, 26 ans, Kiev. 5. Soldat Ivan Petrov, 21 ans, Minsk. 6. Lieutenant Nikolai Ivanov, 27 ans, Odessa. 7. Caporal Sergei Orlov, 23 ans, Varsovie. 8. Capitaine Yuri Federov, 31 ans, Sébastopol. Tous avaient des familles, tous avaient des rêves, tous sont morts parce qu'on leur avait ordonné de se battre, tout comme Hallerberger avait reçu l'ordre de se battre. Voilà la réalité de la guerre, pas de victoire glorieuse, seulement des tragédies nécessaires, et la question qui persiste, combien d'hommes comme Hallerberger et Volkov? Et les 6 autres auraient pu être amis si l'histoire avait pris un autre chemin? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que ce jour d'octobre 1943, un jeune Tyrolien a montré de quoi l'être humain est capable, sous une pression extrême, mais il a aussi révélé le prix à payer, pas seulement pour les morts, mais aussi pour celui qui a survécu. Ce ne sont pas de simples statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, de vraies décisions, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques comptent pour vous, soutenez-moi avec le Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins. L'histoire doit être préservée. Aidez-moi à le faire.